Salut chers apprenants, vous êtes un amoureux de la physique. La chaîne Olympiade de physique vous accueille avec plaisir. Et aujourd'hui, tu as bien fait de tomber sur cette vidéo parce que dans cette vidéo, tu vas apprendre à étudier l'étude d'une particule dans un champ électrique, c'est-à-dire le champ E. Comment il faut déterminer la signe de la tension entre deux plaques et comment il faut déterminer la déviation et la déflexion électromagnétique. Alors, sans toutefois tarder, on va nous passer à la présentation de l'exercice. On dit un oscillographe électronique émet à la cathode C des électrons avec une vitesse initialement nulle. Les électrons arrivent ensuite sur la note A et la traversent par l'ouverture O1 que vous voyez très bien sur la figure, avec une tension U0 qui fait quoi? La différence entre les potentiels VA et VC. En première question, on dit de déterminer le signe de la tension U0 défini par VA moins le potentiel au point C. La deuxième question, on dit de calculer l'énergie cinétique et la vitesse V0 des électrons au point O1. 3. Déterminer la nature du mouvement entre le point O1 et le point O. En quatrième question, on dit les électrons pénètrent en haut avec les armatures horizontales d'un condensateur. Ces armatures de longueur petit l sont distantes de D. C'est-à-dire la distance qui sépare les deux armatures est égale à la distance petit d. Et leur longueur, c'est-à-dire du point O au point O2 sur la figure, c'est ça qui fait ici petit l. On établit entre ces armatures une différence de potentiel à DDP positif, U qui fait le potentiel au point P moins le potentiel au point N qui fait 100 volts. En première question de la partie 4, on dit déterminer le mouvement des électrons entre les deux plaques P et N. Déterminer l'équation de leur trajectoire. Et en C, on dit déterminer les coordonnées du point de sortie S de la vitesse de sortie Vs. Les coordonnées du point de sortie S et la vitesse de sortie Vs. En 7, on dit déterminer la durée de passage des électrons entre les deux plaques. Et ici, en 8, on nous demande quelles conditions doit remplir la tension U pour que les électrons puissent sortir du condensateur Pn. En 9, on dit le faisceau d'électrons arrive ensuite sur un écran fluorescent E situé à une distance grand L du centre de symétrie I des plaques. Calculer la déviation angulaire, le déplacement grand Y du spot sur l'écran et C, la sensibilité S qui fait le rapport de déplacement du spot sur l'écran par rapport à la tension U entre les deux plaques. Nous avons les grandeurs, les valeurs numériques des grandeurs physiques définies ci-dessous. En notable, on négligera le poids des électrons devant les forces appliquées. Alors, nous allons analyser les questions par question pour voir comment il faut traiter ce problème. La première question dit de déterminer le signe de la tension U0 défini par la différence de potentiel, le potentiel au point A et le potentiel au point B. Comment on va déterminer le signe de cette tension? Il faut noter que dans la plupart des exercices des champs électriques, toutes ces questions, la détermination du signe de la tension entre deux plaques est toujours demandée. Et là, ça fatigue beaucoup d'apprenants. Donc, tu es bien tombé sur cette vidéo parce que je dis, cela ne sera plus un secret pour toi. Alors, on dit quoi? On dit les électrons pénètrent et ils sont émis initialement à la cathode C. Alors, entre la question à savoir, entre la cathode et la note, qui des deux est chargé positivement? Il faut noter que la note est chargée
négativement et la cathode est chargée positivement. Alors ici, nous allons maintenant dire ici quoi? Pour répondre à cette question, ça revient à déterminer tout simplement à voir entre le potentiel au point A et le potentiel au point C, quel est le potentiel le plus grand. En réalité, dans l'énoncé, comme sur la figure ici, on dit la distance grand L là, c'est la distance entre le symétrie des deux là et l'écran fluorescence. C'est-à-dire à partir du point O et I jusqu'au point O3. C'est ça la distance. Donc ici, on dira quoi? On dira tout simplement que les électrons, lorsque nous avons deux plaques, c'est-à-dire la cathode et l'anode, nous savons très bien que les électrons sont plus attirés vers les charges positives que les charges négatives. Puisque les électrons eux-mêmes sont chargés négativement, donc c'est les charges positives qui vont les intéresser en vue d'aller polariser ces charges. Donc ici, ça veut dire souvent que, puisque si les électrons sont attirés de la cathode vers la node C et A, ça veut dire que le potentiel au point A ici est de signe positif et le potentiel au point C ici est de signe négatif. Donc le potentiel le plus grand, comme vous le voyez même sur la figure, c'est le potentiel au point A. Donc ce qui veut donc dire que VA est supérieur au potentiel au point C. Alors si tel est le cas, nous allons faire donc quoi? En ajoutant des part et d'autre de cette inégalité, l'opposé de VC, c'est-à-dire moins V au point C, vous aurez VA moins V au point C, qui sera supérieur à V au point C moins V au point C. Vous voyez? Et là, ça représente quoi? Ça qui représente notre tension U0. C'est-à-dire ici, nous avons la tension U0 qui sera tellement supérieure à quoi? V au point C moins lui-même, ça fait ici 0. Donc la tension U entre les armatures C et A est définie positive. Donc, c'est-à-dire la première question vient tout simplement d'être analysée. On va analyser la deuxième question. La deuxième question dit de calculer l'énergie cinétique et la vitesse V0 des électrons au point O1. Alors, chers apprenants, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Si vous remarquez très bien, cette question est à deux volets. Nous ne connaissons pas la vitesse des électrons au point O1 et le test nous dit que déterminer son énergie cinétique au point O1. Qu'allons-nous faire? Puisque nous savons que l'énergie cinétique est égale à 1,5 du produit de la masse du système par la vitesse au carré. Donc, puisque la vitesse n'étant pas connue, et ça après, on nous demande de déterminer la vitesse en ce point-là. Ça veut donc dire que ici, l'expression de la vitesse au point O1 que nous connaissons, de l'énergie cinétique au point O1 que nous connaissons, c'est-à-dire l'énergie cinétique au point O1 que nous connaissons, qui fait quoi? Qui doit être égal à 1,5 de la masse du système, c'est-à-dire la masse des électrons, pour la vitesse au point O1 au carré, ne sera pas valable ici. Donc, mais si, puisque la vitesse là n'est pas connue, pour terminer l'énergie cinétique, que comme nous sommes entre deux charges qui sont chargées de signes contraires, nous sommes ici dans un champ électrique, autrement un champ de potentiel, on va prendre tout simplement l'expression de l'énergie cinétique en fonction du travail des potentiels, du travail de la force électrique. Ce qui veut donc dire que cette expression ne peut pas nous aider parce que nous avons deux inconnus. Ça ne peut pas nous aider pour pouvoir déterminer la valeur de l'énergie cinétique. On va donc prendre l'énergie cinétique due au travail électrique du potentiel. L'énergie cinétique, c'est égal à quoi? À la charge Q multipliée par quoi? La valeur absolue de la charge Q multipliée par la tension U0 entre les deux plaques. Donc, cette énergie, elle est équivalente à quoi? Comme la charge Q, ça fait ici, le test à donner, ça fait ici moins E. Moins E en valeur absolue, nous aurons ici moins E ici, fois U0.
Donc, l'énergie cinétique entre les deux plaques là, c'est égal à quoi? Ça me donne ici plus UE multiplié par U0. On va faire l'application numérique. Le E, ça fait 1,6 10 puissance moins 19 coulombs multiplié par la tension U0 qui fait ici 1000 volts. Alors, en faisant très bien ce calcul, vous allez avoir ici 1,6 10 puissance moins 16. Donc, ça veut dire que la valeur de l'énergie cinétique en ce point, ça fait ici 1,6 10 puissance moins 16 joules. Donc, voici l'expression de l'énergie cinétique entre les plaques C et l'anode A. Définir tout simplement. Maintenant, après avoir terminé l'expression de l'énergie cinétique, nous allons déterminer maintenant cette fois-ci l'expression de la vitesse par la première relation que nous avons déduite. Donc, pour ce faire, on met ici un astérisque pour la vitesse V0. C'est-à-dire, je sais que l'énergie cinétique égale à quoi? 1 demi de la masse des électrons multiplié par la vitesse au carré. C'est la vitesse que je vais tirer. Donc, le carré de la vitesse V0 carré serait égal à 2 fois l'énergie cinétique divisé par la masse des électrons. Ce n'est pas la vitesse V0 carré que nous voulons déterminer, mais c'est plutôt la vitesse V0. Donc, en faisant partie le carré, on aura ici l'intervention d'une racine carrée, c'est-à-dire 2 fois l'énergie cinétique sur la masse des électrons. Et là, nous aurons ici comme valeur de la vitesse en application numérique 2 fois 1. L'énergie cinétique qui fait quoi? 1,5 10 puissance 1,6 10 puissance moins 16 divisé par la masse d'un électron qui est donné par 9,1 10 puissance moins 31 kg. Et en faisant ce calcul, 87 10 puissance 7 mètres par seconde. Vitesse. Vous voyez très bien que cette vitesse est très très grande. Donc, nous avons fini de déterminer la vitesse. Vous voyez que ce n'est pas du tout compliqué. Alors, on va maintenant passer à la troisième question. La troisième question, il est dit de déterminer la nature du mouvement des électrons entre le point O1 et le point O. Il faut noter que cette question, la réponse à cette question, c'est une déduction à partir des deux premières questions que nous allons faire. Et le test nous a dit que les électrons, après les passages entre la cathode et l'anode, ils sont ensuite accélérés à la même vitesse. Il faut comprendre que entre les points O1 et O, il n'y a plus, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les électrons vont sortir ici, c'est à la même vitesse que les électrons vont arriver ici. Et la trajectoire des électrons ici ne sera pas déviée. Donc, c'est une raison d'espace où il n'y a rien point de champ électrique. Comme il n'y a rien point de champ électrique dans cette région d'espace, alors qu'est-ce qui va se passer? Les électrons, le mouvement des électrons ici sera tout simplement déterminé ou bien défini à partir de leur vitesse. C'est la vitesse qui va maintenant caractériser leur mouvement. Puisque nous avons calculé ici, on dira tout simplement que les électrons quittent en O1 avec la même vitesse. Ils arrivent au point O avec la même vitesse V0 que nous avons déterminée. Ou bien, si vous voulez, on peut même montrer ça par le théorème de l'énergie cinétique. Vous allez voir donc que la vitesse des électrons en ce point, plus la vitesse des électrons en ce point-là, puisque ici on dit que le poids ici est négligeable. Donc, ici, on a tout simplement ici comme le théorème de l'énergie cinétique,
ça va donner ici 0 ici, la somme des forces extérieures. Donc ici, qu'est-ce que nous allons avoir ici? On a tout simplement que les électrons, la vitesse V0 des électrons que nous avons calculé ici, nous avons trouvé ici 1,87 10 puissance 7 mètres par seconde. Constant. Donc, comme la vitesse ici est constante, alors le mouvement des électrons entre les deux points, le mouvement serait donc uniforme. Car c'est à la même vitesse que les électrons ont au point, du point 1 au 1 au point O. Tout simplement. Parce que dans cette région d'espace, il n'y a rien point de champ électrique. Il n'y a pas non plus question de force électrique. Donc les électrons seront livrés à eux-mêmes. Alors ici, on va donc analyser maintenant la quatrième question. La quatrième question n'est pas une question en tant que telle, mais c'est une information capitale que le test nous donne. On dit que les électrons pénètrent au point O avec les armatures horizontales d'un condensateur. Ces armatures de longueur L sont distinctes de D. La distance qui les sépare est égale à petit d. On établit entre ces armatures une différence de potentiel, c'est-à-dire la tension positive, qui fait quoi? Vp moins V égale à 100 volts qui est positif. La question 4a, on détermine le mouvement des électrons entre les deux plaques P et N. On veut déterminer la nature des électrons entre ces deux plaques. Après son entrée au point O, le zone du repère dans cette région d'espace où règne le champ électrique E, avec une différence de potentiel U cette fois-ci, différente de la différence de potentiel qui règne entre la cathode et l'anode. Alors, comment nous allons répondre à cette question? C'est la question 4a. L'étude du mouvement entre P et N. Alors, ça va d'abord consister à faire quoi? On veut voir si le mouvement est un mouvement uniformément accéléré ou bien est un mouvement comment ça, uniformément varié. C'est ce qu'on veut voir ici. Donc, pour ce faire, comme vous étiez dans le cours de la cinématique, à chaque fois que vous voulez étudier le mouvement d'un système, alors il faut s'intéresser au calcul de l'accélération. C'est très, très important. C'est sur l'accélération se base pour dire le mouvement d'un corps est uniforme, bien accélérer, tous ces sujets. Donc, ça y est, ici, dans cette question, nous allons déterminer l'expression de l'accélération entre les deux plaques P et N pour voir si elle est constante ou bien si elle n'existe pas. On dira que le mouvement entre ces deux plaques est uniforme. Donc, on va maintenant calculer l'accélération. Premier point ici, accélération A des électrons. Pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de faire une étude dynamique. Étude dynamique, c'est-à-dire le principe de l'inertie. Le principe du centre d'inertie dit quoi? Ici, on va essayer de préciser le système. Le système ici, c'est les électrons. Alors, le référentiel, c'est le référentiel terrestre supposé galiléen. Et après le référentiel, le bilan des forces. Dans cette région d'espace, entre P et N ici, nous avons ici deux plaques de charge contraire. Et ces deux plaques de charge contraire vont donc entraîner l'existence d'un champ électrique. Comme il y a un champ électrique qui existe, alors ce champ électrique va donner naissance à ce que nous appelons la force électrostatique. Le test nous a déjà dit que on négligera le poids des électrons devant cette force. Ce qui veut dire que en bilan des forces extérieures, on aura uniquement seulement que la force électrique. Donc, cette force électrique, c'est ça qui est défini. Comme c'est une seule force, on va appliquer maintenant le théorème du centre d'inertie. Ce théorème nous dit quoi? Le théorème dit que la somme des vectoriels des forces extérieures appliquées à un système
égale le produit de la masse du système, qui est la masse des électrons dans nos cas ici, par le vecteur accélération. Alors, puisque c'est une seule force, qui est la force électrique, nous aurons tout simplement la force électrique égale à la masse des électrons par le vecteur accélération. Mais est-ce que nous connaissons la force électrique? Non, nous ne connaissons pas d'abord la valeur de la force électrique. Mais nous savons que cette force électrique, elle aussi est égale à quoi? La force électrique ici est égale à quoi? Au valeur absolue de la charge Q. Bon, comme expression vectorielle, on va d'abord QE. Ce n'est pas d'abord la norme. Égale à M A. Nous connaissons la charge Q qui fait au moins E. Nous connaissons la masse des électrons. Mais nous voulons déterminer le vecteur accélération. Donc, comme norme du vecteur accélération, on aura comme norme du vecteur accélération qui serait égal à quoi? À la charge Q, au valeur absolue de la charge Q, fois la norme du vecteur charge électrique divisé par la masse des électrons. Puisque si nous ne connaissons pas aussi le champ E, nous ne connaissons pas le champ E existant entre les deux plaques, mais nous pouvons le calculer. Par la formule quoi? Nous savons que depuis la classe de première scientifique, nous savons que le champ E existant entre deux armatures de signes contraires est égal à quoi? Est égal à la différence de potentiel, c'est-à-dire la tension qui existe entre les deux armatures divisé par la distance qui les sépare. Comme nous avons ici les armatures P et N, donc la distance qui les sépare sera notée aussi par, sera aussi définie par les deux plaques P et N. Donc c'est ça qui est là. Et c'est cette distance-là que le test s'appelait ici petit d. Alors, nous aurons ici U Pn divisé par petit d. Donc voici donc l'expression du champ électrique existant entre les plaques P et N. Alors, on va venir injecter le champ électrique par son expression dans l'expression du vecteur accélération. Et on aurait ici le vecteur accélération. La valeur absolue de la charge Q qui fait moins E, la valeur absolue qui fait plus E, c'est égal à E multiplié par la tension IPN divisé par la masse des électrons multiplié par la distance petit d. Donc, en application numérique, nous allons connaître la valeur de l'accélération. La charge E, 1,6 10 puissance moins 19, multiplié par la tension entre les deux plaques Pn, ça fait 100 volts. Multiplié par 100 volts, divisé par la masse d'un électron qui fait 9,1 10 puissance moins 31, multiplié par la distance petit d qui fait 2 cm. Mais attention, cette distance ici n'est pas en son unité d'égal. Elle est exprimée ici en centimètres. Donc, on va d'abord le convertir en unité d'égal avec le système international qui est le mètre. Donc, on va le multiplier ici par 10 puissance moins 2. 8,8 10 puissance 14 m par seconde carré. Voici donc l'expression du vecteur, la valeur du vecteur accélération. C'est l'accélération des électrons entre les deux plaques P et N. Comme c'est la valeur de l'accélération entre les deux plaques P et N qui est constante, alors on dira que nous avons ici comme nature du mouvement, donc le mouvement est uniformément varié. C'est le mouvement des électrons entre ces deux plaques. On dirait ici que ce mouvement est uniformément varié. Pourquoi? Parce que la valeur du vecteur accélération ici est constante. La question 4b
où on nous demande de déterminer l'équation de leur trajectoire. Dans la question 4b, on va déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire du mouvement des électrons entre les deux plaques. On va noter ici équation de la trajectoire. Comment on va faire ça? Les équations de la trajectoire, c'est comme si nous étions un peu en cinématique. Ici, nous avons d'abord rappelé l'expression de l'unité accélération. Et nous avons vu que l'accélération des électrons était égale à 8,8 10 puissance 14 mètres par seconde moins 2. Et comme c'est égal à une constante, nous avons conclu que nous avons un mouvement uniformément varié entre les armatures P et N. Alors, toutefois que nous avons un mouvement uniformément varié, alors quelles sont donc les différentes équations horaires que nous pouvons avoir, mais que nous avons vues en cinématique? Voici donc les équations horaires. Comme pour le vecteur accélération, on dit que c'est un vecteur constant, A0 qui est un vecteur constant. Alors, c'est aussi l'occasion pour ceux qui ont totalement oublié leur cours de cinématique de se rappeler. Alors, comme l'expression de la vitesse à un instant t quelconque, nous avons dit que ça fait quoi? Ça fait ici A0, le vecteur A constant, fois t, plus le vecteur vitesse V0. Et comme la position du vecteur position, si c'est sur le centre de gravité ou le centre d'inertie des électrons est repéré par le point M, alors le vecteur position sera défini par le vecteur OM, défini par 1 demi du vecteur accélération à t égale à 0 fois t au carré plus le vecteur vitesse V0 fois t plus leur position OM0 à l'origine du repère. Dans ce cas, que nous vaut donc l'expression de A0? A0, c'est A constant que nous avons ici. Et que vaut donc l'expression de, ou les composantes du vecteur V0? Alors, il faut comprendre que, selon le test, le vecteur vitesse V0 ici, on dit faire quoi? Ce vecteur a une direction, on dit les électrons pénètrent en haut entre les armatures horizontales d'un condensateur. Nous savons très bien que c'est vrai que les électrons seront déviés plus tard pour pouvoir sortir entre les deux armatures. Mais ici, nous ne connaissons pas d'abord l'angle que doit faire la direction de V0 avec ça. Mais il faut toutefois noter que la vitesse V0 ici entre dans cette région d'espace avec comme une vitesse collinéaire au vecteur unitaire I, c'est-à-dire parallèle à l'axe des abscisses. Donc ici, qu'est-ce que nous allons dire? Comme composante du vecteur vitesse V0, AT égale à 0, comme composante du vecteur vitesse V0, nous aurons quoi? Le vecteur vitesse V0 étant collinéaire au vecteur I, donc ça veut dire que sa composante sera seulement suivant, donc V0 I c'est égal à V0 lui-même. Et le V0 Y égale à 0. Pourquoi? Parce que sa direction est perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Alors, une fois que nous avons déterminé cette expression du vecteur vitesse V0, alors on peut donc déterminer tout simplement, puisque l'accélération L, A ici, c'est une constante. Il faut aussi noter que l'accélération A ici, le vecteur accélération, c'est le vecteur qui est quoi? Qui est collinéaire au vecteur changé. Alors ici, le vecteur accélération ici, ça va dire comment? Il se dirige toujours du haut vers le bas. Donc sa composante A0 ici, sa composante sera quoi? Le A0 suivant X, on aurait ici 0. Et le A0 suivant Y,
serait égal à quoi? À la norme A0 lui-même. Tout simplement. Pourquoi? Parce que le vecteur d'accélération est toujours descendant. Donc, nous avons ça. Très bien. Il faut, n'oublie pas d'ajouter le moins. Pourquoi? Parce que le vecteur A0 ici fait quoi? Voici la direction du vecteur d'accélération. La représentation. Donc, ce sens est opposé au sens du vecteur unitaire J. Donc, voilà pourquoi il faut ajouter un moins ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer donc, chers apprenants? Puisque nous connaissons les composantes de ces deux vecteurs, les coordonnées du vecteur OM, position à l'instant égal à 0, ça fait 0, 0. C'est-à-dire I0 égale à 0, Y0 égale à 0. Nous avons ici un repère du plan et non un repère d'espace. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va déterminer l'expression de la vitesse des électrons. D'abord, à un instant t quelconque, à t strictement supérieur à 0, pour ne pas dire t différent de 0, puisque ici le temps c'est une grandeur positive. Donc ici, qu'est-ce que nous allons dire? On dira que le vecteur vitesse, un instant t quelconque égale à quoi? Le vecteur accélération fois t plus le vecteur vitesse v0. Ça, c'est son expression vectorielle. On va donc quoi? Rappeler son expression matricielle définie par les composantes du vecteur. Le vecteur v, on a v suivant x et v suivant y. Ça, ce sont ses composantes matricielles. Également aussi pour le vecteur accélération A0, ses composantes matricielles, ça fait ici 0 puis moins A0. 0 moins A0. Et le facteur T est là, plus les composantes du vecteur V0. Les composantes du vecteur V0, nous avons V0 lui-même. Bon, V0x qui fait V0 lui-même. Et V0y qui fait 0 ici. Que nous avons déjà déterminé dans l'équation T égale à 0. Ça veut dire que on va aller comme ça, on va aller comme ça. Donc, comme système, nous aurons V suivant x est égal à 0 fois t, ça fait 0. Donc, ça va seulement rester V0. Donc, V, ça veut dire quoi? La vitesse, peu importe le temps, quel que soit le temps, la vitesse des électrons entre les armatures P et N reste constant suivant la direction x. C'est ce que ça veut dire. Et ici, le V suivant y serait égal à quoi? Moins A0t, moins A0t. Puisque ce facteur est nul, donc on s'élimine là. Voilà donc les composantes du vecteur vitesse des électrons. Mais suivant l'ordonnée y, la vitesse des électrons varie. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Donc, voici donc les composantes de la vitesse. Maintenant, on va d'abord terminer avec quoi? Les composantes du vecteur position. Le vecteur position maintenant OM, un instant t quelconque. On a d'abord dit que ça fait quoi? 1 demi t carré fois le vecteur accélération plus le vecteur V0 par le temps t plus la composante OM0. On va donc les remplacer par l'expression matricielle. Vous aurez ici x comme composant de m, xy, qui est égal à 1 demi t carré. Le vecteur accélération par ses composantes aussi qui fait 0 moins A0 plus la vitesse V0 par ses composantes. Nous avons V0 suivant y qui fait V0 et V0 suivant x qui fait V0, V0 suivant y qui fait 0. On a ici V0, nous avons ici 0 qui multiplie ici le temps t que vous voyez ici plus 0, 0. Comme nous avons défini pour la vitesse, on va également aussi définir pour la position. Donc, on aura pour le système x,
on va faire ce produit comme ça. Le I7 égale à quoi? À ce facteur-là, multiplié par ce qui est à l'abscisse ici, et ce facteur multiplié par ce qui est en abscisse là-bas également. Lorsqu'il fait 1 demi de t carré fois 0, ça me fait 0. Donc, plus V0 fois t, qui est l'abscisse de la vitesse V, du vecteur vitesse, ça me laisse ici V0 t. Plus 0 qui fait 0. Et le Y, j'ai fait également la même chose. Je vais multiplier 1 demi de t carré, cette fois-ci fois l'ordonnée de l'accélération qui fait moins A0. Donc, j'aurai ici moins 1 demi A0 fois t carré. Et l'ordonnée de la vitesse fois le temps t qui fait 0, donc fois le temps t, 0 fois t qui fait 0, plus 0. Donc, voici donc les équations horaires. Les équations horaires du mouvement des électrons entre les armatures P et N étant définies, on va maintenant déduire l'équation de leur trajectoire, c'est-à-dire Y en fonction de X, en faisant disparaître le paramètre T. Donc, dans la première expression, on a 1 impliqué X égale à V0T. On va tirer le temps T dans cette expression. On aura T qui sera égal à X sur V0. Comme T égale à X sur V0, nous prenons donc l'expression de Y qui fait moins 1 demi de A0T carré. Cette fois-ci, on vient injecter l'expression T par son expression dans l'expression de Y et on obtient moins 1 demi de V0 carré A0 X au carré. C'est-à-dire Y égale à moins A0 sur dV0 carré X carré. Voyez donc l'expression de l'équation cartésienne de la trajectoire des électrons. Alors, on va donc passer maintenant à la question suivante, c'est-à-dire déterminer les coordonnées du point de sortie S des électrons entre les armatures P et N et la vitesse au point à ce point. Alors, voici le point de sortie que nous allons marquer. En tout cas, le point de sortie peut être ici, comme ici. Mais comme le schéma ne nous est pas déterminé, on ne pourra pas donc imaginer. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas où les électrons seront déviés. Ils seront déviés vers le haut, vers le bas, pas d'information. Mais ce que nous savons très bien que ce point-là, ça sera à la sortie des deux plaques. Et ça sera tout simplement sur ce pointé qui est ici. Ça veut donc dire que ce point-là, S, et puis le point O2 auront même abscisse. Donc, si on sait ça, qu'est-ce que nous allons faire? On va se servir de l'équation cartésienne de la trajectoire déterminée par le centre d'inertie M des électrons. Pour dire quoi? Si nous voyons les composantes du point S, on dira que, au lieu de dire OM, cette fois-ci, le centre d'inertie des électrons se confond au point de sortie. C'est-à-dire que M ici sera égal à S. Et là, on aura comme son équation, nouvelle équation horaire, X de S qui sera définie par V0, le temps T au point S. Et le Y de S sera défini par moins 1 demi de A0, le temps T au point S au carré. Maintenant, il faut noter que en ce point-là, qu'est-ce qui va se passer? En ce point, le X, c'est égal à quoi? Le X, l'abscisse des électrons va se confondre à la longueur des armatures. Vous voyez? Ça, ce sont les conditions pour pouvoir déterminer la vitesse après. On va donc déterminer la vitesse des électrons. La vitesse des électrons aussi au point S sera définie par la dérivée, ou bien nous pouvons prendre ici la vitesse à un point quelconque des électrons ici et exprimer. Ça veut dire que la vitesse des électrons
au point S sera défini par ses composantes. V au point S, c'est toujours le même V0, puisque la vitesse reste demeure constante par rapport à la direction X. Donc, et Vs suivant Y, c'est égal à moins A0 par le temps T au point S. Voici aussi les composantes du vecteur vitesse des électrons au point S. Maintenant, pour les calculer, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons anticiper sur la question numéro 7. Donc, on ne va plus revenir là-dessus. Sur la question numéro 7, parce qu'on ne peut pas déterminer les composantes du point S sans connaître la valeur du temps T. Cela ne peut pas être possible. Mais nous savons très bien qu'on peut connaître son abscisse au point S. Parce qu'on sait qu'au point S, à partir du point de sortie, l'abscisse des électrons se confond à l'abscisse du point O2 que nous connaissons qui fait la distance petit l. Là, on peut le déterminer. Mais et son ordonnée? Vous voyez que là encore, ça devient encore plus compliqué. C'est vrai que nous connaissons le A0, mais on ne connaît pas le temps au point S. Donc, pour ce faire, il faut d'abord déterminer le temps de son passage, de leur passage au point S d'abord. On va donc déterminer le temps. Déterminer le temps TS. On dira au point de sortie S, X de S va se confondre à X de O2. X de O2 qui est égal à L. C'est-à-dire X au point S égale à la distance petit l. Or, selon les équations horaires, X de point S égale à V0 par le temps T au point S. En venant remplacer X au point S par son expression, vous aurez V0 par T au point S c'est égal à L, donc le temps T à la sortie est à L sur la vitesse V0 que nous pouvons calculer. L sur la vitesse V0 que nous pouvons calculer plus tard dans la question numéro 7. Alors, comme on connaît maintenant son expression, on peut venir donc remplacer ici pour terminer l'expression de l'ordonnée du point S. Alors, donc, Y de S devient quoi? Moins 1 demi de A0 TS au carré. Comme le TS égale à L sur V0, on va remplacer dans cette expression TS par L sur V0. C'est-à-dire, on aurait ici moins 1 demi de A0 fois L sur V0 au carré. Et on a ici Y de S, c'est égal à moins A0 sur 2 fois V0 carré fois L au carré. La vitesse V0 carré est positif. L carré est positif. Le A0 est positif. Mais ce moins signifie que les électrons seront déviés vers le bas. Vous voyez? Parce que voici l'axe des ordonnées. Ça, c'est la raison des ordonnées positives et la raison des ordonnées négatives. Donc, c'est ce que ça signifie. Alors, connaissant V0, calculé, connaissant la longueur L donnée par le test, connaissant aussi l'accélération calculée, on pourra donc déduire l'ordonnée du point S de sortie des électrons, y compris aussi son abscisse, qui est déjà donnée. Maintenant, que nous vaut donc la vitesse au point S de sortie? Nous connaissons les coordonnées de la vitesse au point S de sortie. Au point S de sortie, les vitesses, l'ordonnée, l'abscisse de la vitesse des électrons, c'est V0, qui est déjà connue. L'ordonnée de la vitesse des électrons, qui est moins A0 TS. Puisque TS vient d'être connu, on a tout simplement ici, comme la vitesse des électrons au point S, composant on a Vs suivant X, qui fait V0, et le Vs suivant Y, qui va nous donner ici A0 fois L sur V0. Voici donc finalement les composantes du point de sortie L
et S des électrons et sa vitesse au point de sortie L des électrons. Donc, nous connaissons L, nous connaissons V0 qui est déjà déterminé dans la question précédente, A0 aussi également. Ça veut dire que tous ces grandeurs ici sont connus. Donc, vous pouvez tout simplement déduire la valeur les coordonnées du point S et du point et de la vitesse au point S dans les commentaires que nous allons voir. Alors, qu'est-ce que nous allons maintenant faire? On va maintenant passer à la question numéro 7. La question numéro 7, c'est-à-dire quoi? Autrement dit, la question numéro 5. Puisque sur la question numéro 4, c'est que ce qui suit là ne sera que la question numéro 5. Donc, on a déterminé la durée du passage des électrons entre les plaques. La durée du passage des électrons entre les plaques, c'est la même chose que la durée à leur point de sortie. Puisque c'est leur point de sortie, au-delà de ce point de sortie-là, les électrons ne vont plus se retrouver entre les plaques. Mais ils vont se retrouver tout simplement dans l'air. C'est le temps au point S que nous avons déjà déterminé la question précédente qui était définie par TL, TS égale à L sur quoi? Sur V0. Nous connaissons déjà L, déjà donné dans le test. Il faut le convertir en unité.